Bien, chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir cet après-midi M. Pierre Ramin, Mme Anaïque Laurent, directeur général et directrice générale adjointe du travail au sein du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Monsieur Ramin, Mme Laurent, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir échanger avec notre commission d'enquête. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international des journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour s'implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel de transport public particulier des personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber en France, l'ubérisation, et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Votre audition s'inscrit davantage dans cette seconde optique, même si naturellement on sera intéressé d'entendre votre perspective sur les deux objectifs, compte tenu de l'émergence des nouvelles formes de travail entraînées par l'émergence des plateformes d'emploi, notamment entre le travail indépendant et le salariat, comme le montre l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, des prud'hommes sur ces sujets, et les discussions en cours au niveau européen sur le projet de directive relative à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de plateformes d'emploi, à la présomption de salariat. On en a beaucoup parlé aujourd'hui avec nos différents interlocuteurs, experts, avocats, juristes ou représentants des professions. Nous souhaiterions donc recueillir votre analyse en tant que directeur de l'administration chargé du travail en France sur les conséquences économiques et sociales de ces nouvelles formes d'emploi. Votre administration s'est-elle saisie de ces sujets? A-t-elle été consultée dans le cadre de la mission de M. Jean-Yves Frouin? A-t-elle formulé des propositions? Est-elle chargée de la mise en œuvre des recommandations des différents rapports Frouin ou Task Force Mettling? Et dans ce cadre, je crois savoir que le ministère du Travail assure la co-tutelle de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, la ARP, avec le ministère des Transports. Nous avons beaucoup parlé aussi ces dernières semaines dans le cadre de notre commission d'enquête. Pouvez-vous nous indiquer plus précisément votre rôle à l'égard de cette nouvelle autorité, votre appréciation de son premier bilan et les chantiers à venir? En tant que directeur du travail, et je sais que ma collègue, Madame la rapporteure, aura des questions notamment sur ce sujet. Vous avez également la responsabilité de l'inspection du travail. Pouvez-vous nous rappeler ces missions, ces champs de compétences, en particulier vis-à-vis des travailleurs des plateformes d'emploi? Ça nous permettra de compléter les informations déjà transmises à la fois par le collectif des journalistes et puis, bien sûr, par les différents interlocuteurs que nous avons eu l'honneur et l'occasion d'interroger. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter en quelques minutes et répondre à ces premières questions, avant d'entamer les échanges avec mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vais vous inviter l'un après l'autre, peut-être Madame Laurent puis Monsieur Ramin, à activer votre micro, à lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Merci, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Et donc, peut-être par rapport aux nombreuses questions que vous avez posées, peut-être avec Anaïque Laurent, vous apportez un certain nombre d'éléments de réponse. Évidemment, on pourra revenir après plus en détail sur les points sur lesquels vous souhaiterez que nous puissions revenir. D'abord, peut-être dire, évidemment, comme vous l'avez indiqué, les développements des plateformes numériques, évidemment, a permis d'investir de nouveaux champs de l'économie et de créer de nombreux emplois ces dernières années, et a aussi contribué à faire émerger de nouvelles formes de travail qui interrogent, qui réinterrogent le cadre habituel du droit du travail. Alors vous aurez sans doute d'autres personnes que vous auditionnerez sur les analyses statistiques, la part de l'emploi dans les plateformes. Peut-être juste dire que nous, ce que l'on retient en termes global, c'est que aujourd'hui, en termes on a un chiffre de 120 000 personnes qu'on estime autour de 100 000 personnes qui consacrent leur activité à temps plein autour des activités principales, autour des relations avec les plateformes.
Ce chiffre est assez cohérent avec d'ailleurs, je le signale, le nombre de personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales pour les élections qui ont été organisées par l'autorité de régulation des plateformes d'emploi il y a quelques mois, puisqu'on avait 120 000 personnes inscrites sur ces listes électorales, et donc qui est cohérent avec ces données. Vous dire qu'aujourd'hui, du strict point de vue de la qualification de la relation de travail entre les travailleurs des plateformes et les plateformes, on n'a aujourd'hui pas de disposition dans le Code du travail. Je pense que c'est important de faire ce détour qui précise ce qu'est un salarié. Et en fait, la qualification de la relation entre l'employeur et le salarié relève aujourd'hui de l'office du juge judiciaire. C'est un élément historique important de notre droit du travail. Et de la même manière, il ne qualifie du coup pas, le Code du travail, la relation entre les plateformes et les travailleurs qui opère avec l'appui de cette plateforme. Et on fait application, le juge fait application du principe général de non-salariat qui est posé par l'article L. 82-21-6 du Code du travail, inscrit dans la loi depuis 1994, et donc je cite, je ne ferai pas trop de citations, mais c'est important de dire que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Alors évidemment, cette présomption, elle peut être renversée, c'est comme ça que ça s'opère, par le travailleur s'il prouve le lien de subordination juridique, et c'est le juge judiciaire qui examine au cas par cas les conditions concrètes et réelles de la réalisation du travail, puisque là on est vraiment sur une appréciation, et c'est un rôle très important que le juge a joué, d'aller dans l'appréciation concrète de la nature de la relation de travail. Et de ce point de vue-là, peut-être aussi juste, et sans m'apesantir trop sur la jurisprudence, quand même citer de ce point de vue-là les critères posés depuis une cinquantaine d'années par l'arrêt Société Générale qui les avait rappelés donc, le 13 novembre 1996 et réitéré depuis, qui définit le travail de ce point de vue-là, le lien de subordination juridique, comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Et ce triptyque direction, contrôle, sanction, qu'on apprécie in concreto autour de la méthode dit du faisceau d'indices, et qu'on applique à tout salarié qui sollicite la reconnaissance du salarié. Alors je crois que vous avez sans doute des auditions qui seront prévues, y compris avec la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui pourront revenir évidemment plus en détail que moi sur ces points, mais c'est à mon sens important de faire ce détour, et c'est le raisonnement que la Cour de cassation du coup a appliqué, confronté à la situation des travailleurs des plateformes, dans plusieurs arrêts, notamment rendus à l'encontre de la société Uber et de Take It Easy. Je prends l'exemple de l'arrêt du dernier, en l'occurrence du 25 janvier dernier, dans l'affaire Uber, où la Cour de cassation a rappelé la jurisprudence classique. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Et la Cour de cassation précise que le travail au sein d'un service organisé, c'est important cette notion de service organisé, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions, peut constituer un indice de subordination. Et inversement, dans d'autres cas, mais là où j'enverrai, on pourra vous passer ces éléments, mais évidemment, il y a l'arrêt Voxture, où le 13 avril 2022, elle a écarté cette qualification-là, considérant qu'on n'était pas confronté à un service organisé par l'employeur. Dans ce cadre-là, ça c'est le cadre du statut, ce que les pouvoirs publics depuis 2016 ont essayé de construire, tout en renvoyant à l'application des principes généraux du droit du travail que je viens de rappeler sur la qualification du lien de subordination juridique et des frontières du travail indépendant et du travail salarié, le législateur a pris depuis 2016 un certain nombre de mesures pour réguler le secteur et garantir des droits aux travailleurs, à la fois des droits individuels et collectifs. D'abord, en matière de protection sociale, c'est important de faire ce détour, depuis la loi du 8 août 2016, avec la prise en charge de la cotisation en matière d'accident du travail, lorsque le salarié souscrit à une assurance en matière d'accident du travail. Et puis, depuis le 1er janvier dernier,
et l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, les plateformes de la mobilité peuvent aussi proposer des prestations de protection sociale complémentaires qui bénéficient à titre collectif à l'ensemble des travailleurs de la plateforme. Autre droit collectif qui a été construit depuis 2016 sur le droit à la formation, où les travailleurs indépendants bénéficient à la fois de la prise en charge de leur contribution par les plateformes à la formation professionnelle, ainsi qu'il y a une partie de leurs frais pour la valorisation des acquis de l'expérience. Et de la même manière, les plateformes ont l'obligation d'abonder le compte personnel de formation des travailleurs des plateformes qui réalisent plus d'un certain chiffre d'affaires pour elles. Et puis en ce qui concerne les droits collectifs, et c'est aussi des points évidemment très, très importants dans l'organisation du cadre juridique et de l'exercice des droits des travailleurs des plateformes, ceux-ci peuvent exercer leurs droits de grève et les mouvements notamment de refus concerté de fournir leurs services organisés ne peuvent ni engager leurs responsabilités contractuelles, ni constituer un motif de rupture de leur relation avec la plateforme ou justifier des pénalités. Et ils peuvent également se constituer en organisation syndicale et collective. Et c'est un point important, et notamment pour faire valoir par l'intermédiaire de cette organisation leur intérêt collectif. Et puis, dans un deuxième temps, autour de ces droits collectifs, et en s'appuyant sur ces droits collectifs, le législateur a souhaité faciliter la structuration d'un dialogue social entre les représentants des travailleurs et des représentants des plateformes. Ce mise en place de ce dialogue structuré est apparu comme un moyen privilégié pour rééquilibrer les relations, dans le secteur en particulier des plateformes de la mobilité, avec l'idée que par ce dialogue social, on pourra trouver des équilibres adaptés pour concilier performance sociale et performance économique. Et donc c'est l'objet de l'ordonnance du 21 avril 2021 qui a instauré le principe du dialogue social entre les plateformes et les travailleurs au niveau de deux secteurs d'activité, celui des conduites, des conduites d'une voiture de transport avec chauffeur, les VTC, et celui des activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à 2 ou 3 roues motorisé ou non. Et c'est à cette fin, pour structurer et organiser ce dialogue social, qu'a été organisée la représentation des travailleurs des plateformes sur le principe d'une élection nationale, organisée et sous l'égide d'un nouvel établissement public, l'autorité de régulation sociale des plateformes qui a été créée à cette occasion. Et le cadre juridique, on pourra y revenir, a été complété par l'ordonnance du 6 avril 2022 sur les modalités de représentation des organisations de plateformes en tant que telles, autour de la définition des critères de représentativité, d'audience et la création d'une commission de négociation pour chacun de ces secteurs et des modalités aussi, les règles de validité des accords conclus dans ce cadre-là. Peut-être juste en pratique, la première élection des organisations représentant les travailleurs des plateformes a été organisée du 9 au 16 mai dernier par l'ARPE, avec 16 organisations qui avaient déposé une candidature. Les 7 organisations candidates dans le secteur des VTC ont été élues, ont des représentants. Et concernant les livreurs, il y a 4 organisations qui ont obtenu des suffrages nécessaires. Alors peut-être d'ores et déjà, pour anticiper une question que vous pourrez nous poser sur le taux de participation qui effectivement a été faible, c'est 1,83% côté livreur, 3,9%. Oui, côté livreur et 3,9% côté VTC. Cette première impression de faiblesse est quand même à relativiser, parce que la première élection du genre, il faut quand même avoir conscience que pour des travailleurs indépendants qui n'ont pas été confrontés, qui n'ont pas nécessairement conscience qu'un dialogue social est en train de se structurer, c'est pas nécessairement totalement négligeable, avec un rappel quand même en termes de point de comparaison, que le taux de participation aux dernières élections des représentants des salariés des entreprises de moins de 10 salariés était de 5,5%. C'est des élections professionnelles où il faut évidemment progresser et mieux les faire connaître. Mais je veux dire, en termes de comparaison, je fais le détour puisque c'est important de signaler que c'est une première pierre. Et voilà, donc il faut relativiser le résultat au regard des taux de participation qu'on a dans d'autres élections équivalentes. Alors, peut-être juste pour finir sur les négociations, pour dire des premiers accords ont été conclus en janvier dernier. Vous pourrez évidemment revenir sur les modalités d'organisation de ces négociations quand vous auditionnerez l'ARPE.
Mais du coup, le premier accord a été conclu pour fixer un revenu minimum par course, fixé à 7,65 euros, avec l'idée, fera l'objet d'un réexamen annuel. Et deuxième accord qui a été conclu, c'est un accord de méthode pour organiser le cadre du dialogue social, qui définit notamment la composition et le fonctionnement de la commission de négociation organisée par l'ARPE pour ces accords, et qui prévoit aussi les modalités de versement d'une allocation complémentaire à l'indemnisation légale pour les représentants des travailleurs qui participent à ces négociations. Accord de méthode qui définit un calendrier et des thèmes pour l'agenda social de 2023. Peut-être juste pour finir sur l'ARPE et sur le dialogue social, vous signalez que la création d'un établissement public spécifique est une originalité dans le paysage. Je crois que dans les points très importants qui ont motivé la création de cet établissement public spécifique, c'était le sentiment assez partagé, je crois, de la nécessité d'avoir un tiers de confiance, un régulateur qui organise les négociations dans un secteur où le dialogue social ne préexistait pas. Et voilà, ce rôle de tiers de confiance qu'on peut avoir dans d'autres champs plus traditionnels du dialogue social et de la négociation collective autour des commissions mixtes paritaires organisées par le ministère du Travail habituellement, joue un rôle important pour organiser, structurer un dialogue quand il n'existe pas. Et la création d'un établissement public spécifique avait aussi l'intérêt de permettre de lui adjoindre un financement à la charge des plateformes, en partant du principe qu'il était de la responsabilité des plateformes elles-mêmes d'être impliquées financièrement dans la régulation du dialogue social. Et donc c'est une taxe affectée financée par les plateformes qui finance l'ARPE. Sachant que le budget de l'ARPE, c'est à la fois un budget pour financer les emplois de l'ARPE, qui sont 7 aujourd'hui, c'est 7 ETP, mais c'est aussi pour financer toute l'indemnité qui est versée pour perte de revenus pour les travailleurs qui participent et qui s'investissent dans les négociations. Et c'est évidemment un point très important pour faire fonctionner ce dialogue social. Et puis l'ARPE finance aussi l'expertise, le soutien à l'expertise, pour permettre aux représentants des travailleurs de disposer d'expertise, d'outils d'analyse pour être dotés d'éléments utiles pour eux dans l'organisation des négociations qu'ils ont avec les représentants des plateformes. Voilà, peut-être pour compléter en fait sur le deuxième point que vous avez abordé, qui était le rôle de la Direction générale du travail vis-à-vis de l'inspection du travail et le rôle de l'inspection du travail dans le contrôle des plateformes. Donc, je vais vous donner quelques éléments. Donc, comme vous le savez, il y a 2 conventions de l'Organisation internationale du travail qui traitent de l'inspection du travail, donc la Convention 81 et la Convention 129 de l'OIT, qui prévoit que l'inspection du travail doit être placée sous la surveillance et sous le contrôle d'une autorité centrale. Et en France, donc, l'autorité centrale de l'inspection du travail, c'est la Direction générale du travail, au sens de ces conventions. Donc, ce rattachement à une autorité centrale, elle doit garantir la coordination et l'application d'une politique uniforme sur l'ensemble du territoire, et elle a aussi pour objectif de favoriser l'utilisation rationnelle des ressources disponibles pour permettre au système d'inspection du travail de conduire ses missions. Je rappelle les 3 missions de l'inspection du travail. La première, c'est d'assurer l'application des dispositions du droit du travail. La deuxième, c'est de fournir des informations aux employeurs et aux travailleurs sur le droit du travail. Et la troisième, c'est porter à l'attention des autorités les déficiences ou les abus dont ils ont connaissance dans le cadre de leur contrôle sur le terrain et qui ne sont pas couverts par le droit pour faire avancer le droit. Voilà, donc concrètement, la Direction générale du travail, en tant qu'autorité centrale, elle contribue donc d'abord à la définition des principes d'organisation du réseau territorial des inspecteurs du travail. Elle détermine les orientations de la politique du travail, elle coordonne l'action de l'inspection, elle évalue les actions qui sont menées sur le terrain. Elle assure l'appui à l'inspection du travail et le soutien aux services déconcentrés.
et elle veille au respect des droits, des garanties et aussi des obligations des agents de l'inspection du travail, hein, notamment en matière de déontologie. Elle doit veiller en particulier au respect du cadre d'intervention de l'inspection du travail avec deux principes d'action importants qui sont définis par les conventions internationales de l'OIT. Le premier, c'est l'indépendance et le deuxième, c'est le principe de libre décision. Le premier principe, l'indépendance, la convention donc 81 et la 129 aussi hein, de l'OIT. La 129, c'est juste sur l'agriculture, hein, elle est sectorielle, mais elle dit la même chose. Elle dit que l'inspection du travail doit être composée de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. C'est évidemment une condition importante, hein, première, pour l'exercice de la mission, et ça conforte évidemment la crédibilité de l'inspection du travail hein, aux yeux des parties en présence. Ça, c'est le premier grand principe d'action. Et le deuxième principe d'action, c'est la libre décision, qui est donc aussi défini par les conventions de l'OIT et repris évidemment dans le Code du travail français. C'est en fait, ça signifie qu'il appartient à l'agent de contrôle de choisir, en fait, compte tenu des constats qu'il a réalisés, les suites qu'il entend donner à son contrôle, hein, donc soit donner un conseil, soit faire une observation, soit mettre en demeure l'employeur, soit faire un procès-verbal, arrêter des travaux, etc. Donc en fait, ça permet en fait à l'agent de l'inspection du travail, l'inspecteur du travail, de choisir. En fait, il a un choix dans les suites qu'il entend donner à ces constats. Une fois que j'ai fait ce rappel, je voudrais vous donner peut-être quelques éléments sur l'action de l'inspection du travail, du coup, dans le contexte du développement des plateformes, hein, puisque, en fait, le développement des plateformes a évidemment amené l'inspection du travail à s'interroger sur l'application du droit du travail pour les travailleurs de plateforme. Hein, et donc, notamment, elle a commencé à faire des contrôles sur les sujets les plus visibles, les problématiques les plus visibles, hein, ce qui était plutôt les plateformes de livraison de repas, de livraison de pizza, avec des conditions de travail pour les livreurs difficiles, des risques routiers, des risques routiers, du matériel en mauvais état, des problèmes de durée du travail, de rémunération, de sous-location de comptes, etc. Donc, c'est par la porte des livreurs, en fait, hein, qui sont rentrés beaucoup sur les plateformes, même si il y a aussi des contrôles d'autres plateformes qui ne sont pas des plateformes de mobilité, mais plutôt des plateformes d'emploi, hein, sur lesquelles l'inspection du travail aussi s'investit. Donc, en fait, ils sont rentrés donc, par les livreurs. Évidemment, ils sont arrivés sur les contrôles des plateformes, hein, évidemment. Et ils ont commencé à se questionner, évidemment, sur le statut, puisqu'on leur a dit que ce ne sont pas des salariés, mais des travailleurs indépendants, en tout cas dans la plupart des plateformes. Et d'où l'interrogation, notamment sur le lien de subordination tel qu'il a été défini tout à l'heure, rappelé tout à l'heure, entre la plateforme et les travailleurs, et ils ont lancé donc des actions à partir de 2016, 2015, 2016, plusieurs actions. Et puis après, donc, compte tenu du développement de ces plateformes, ça a fait l'objet, enfin ce travail a fait l'objet de priorités d'action de la part de la DGT, puisque en fait la DGT donne des orientations hein, en tant qu'autorité centrale aux agents du système d'inspection. Et donc on construit des plans d'action pluriannuels hein, depuis 2020, avec des axes prioritaires en fait qui tiennent compte de l'analyse évidemment de l'activité de l'inspection, de ce qu'ils voient sur le terrain, des accidents du travail, de l'actualité aussi, hein, par exemple sur le Covid bien sûr, mais aussi des remontées des agents de contrôle hein, sur ce qu'ils voient, puisqu'ils nous font des remontées tous les 15 jours sur ce qu'ils font, et il faut remonter leur questionnement. Hein, c'est la troisième mission de l'inspection du travail. Et donc, du coup, dans le plan national d'action 2020-2022, on a fixé très explicitement au service déconcentré à l'inspection du travail un objectif hein, de lutte contre les faux statuts et contre le travail illégal en général, et notamment de regarder les faux statuts.
c'est évidemment une priorité qui a été reprise aussi pour le plan national d'action 2023-2025, que l'on vient juste de sortir, mais qui était pris aussi dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal, qui est un plan interministériel qui demandait aussi, compte tenu notamment du développement des plateformes, de prendre en compte les fraudes émergentes et éventuelles, et de regarder, de travailler sur ce sujet pour aller vérifier les relations de travail entre les travailleurs et les plateformes. Donc, le contenu de ces contrôles, qu'est-ce que c'est que la lutte en fait contre les faux statuts? Donc, les inspecteurs du travail, mais aussi dans le cadre du PNLTI, les autres agents de contrôle, doivent faire des investigations qui consistent pour l'agent de contrôle à établir que des personnes qui sont sous couvert d'un statut de travail indépendant et qui affichent en fait une relation contractuelle, commerciale ou de sous-traitance sont en réalité liées par un contrat de travail. Donc, ils doivent vraiment faire du constat. Et donc, ils doivent établir l'existence de circonstances de fait qui caractérisent l'existence des éléments constitutifs du lien de subordination et du contrat de travail. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, donner des ordres, contrôler, sanctionner. Et ils doivent, c'est évidemment les critères de la Cour de cassation, et ils doivent démontrer aussi l'intention frauduleuse, en fait, de l'élément intentionnel, en fait, de l'infraction. Et une fois qu'ils ont terminé leur constat, ils doivent saisir le procureur de la République pour que des poursuites pénales soient engagées. En fait, c'est pas eux évidemment qui déterminent le sujet, mais ils font des investigations. Ce sont des contrôles qui sont très importants, enfin qui demandent beaucoup de mobiliser beaucoup de moyens. On a fait plusieurs actions, évidemment, sur l'ensemble des plateformes, en remontant à partir des travailleurs. Et notamment, on peut parler peut-être de la société Deliveroo, puisqu'on a eu un jugement récent sur Deliveroo, qui a demandé en fait de commencer à travailler, à faire des contrôles de septembre 2016 jusqu'en 2017, puisqu'il faut entendre, comme c'est des éléments de droit, comme il faut caractériser. Comme il faut caractériser les faits, il faut rencontrer en fait l'ensemble des travailleurs, ou une partie importante des travailleurs. Donc là, il y a eu plus de 2000 travailleurs qui ont été entendus, 2256 livreurs. Ça a demandé de mobiliser 10 inspecteurs du travail, dont une personne pendant 6 mois à temps plein. Et donc, de récupérer beaucoup de données avec quelques difficultés par rapport à un contrôle qui ne serait pas un contrôle de plateforme, puisqu'en fait, on est sur du dématérialisé, donc il faut récupérer aussi des données chez les livreurs ou chez les travailleurs, et donc c'est plus complexe évidemment que dans une autre entreprise, dans une entreprise plus classique. Voilà, après... donc, ces procédures sont transmises au procureur. Elle n'emporte pas systématiquement la conviction du procureur de la République. Il est arrivé, on a des procès-verbaux qui ont été classés sans suite, et on a des procès-verbaux qui ont été jugés, mais avec des relaxes, donc dans certaines affaires. Et un certain nombre d'affaires sont en cours, sont ont été transmis au procureur et sont en cours d'examen. Et elles peuvent mettre évidemment plusieurs mois, voire plusieurs années. Elles mettent plutôt plusieurs années pour être audiencées. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment vous donner des détails sur ces procédures en cours. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que cette condamnation de la plateforme n'a pas d'effet quand même direct sur la requalification du contrat de travail du contrat entre contrat commercial et contrat de travail, et donc sur les droits des travailleurs. Donc en fait, les travailleurs peuvent se porter partie civile pour obtenir une indemnisation en tant que victime, mais évidemment, ça ne permet pas la requalification. Pour qu'ils soient requalifiés, évidemment, il faut qu'ils aillent au Conseil des prud'hommes, en fait, pour avoir une requalification, c'est du civil et c'est pas du pénal. Donc en fait, on a bien deux types d'actions possibles. Deux types d'actions. On a l'action pénale de l'inspection du travail, qui réprime en fait une infraction de travail dissimulé par utilisation de faux statuts.
donc qui peut être initié par un PV de l'inspection du travail ou par un autre corps de contrôle. Ça nécessite de réunir les éléments de fait qui démontrent l'existence d'un contrat de travail, donc avec les mêmes critères, les critères de la Cour de cassation sur le lien de subordination. Ça nécessite de démontrer aussi l'intention frauduleuse et évidemment l'engagement de poursuite par le procureur. Ça prend beaucoup de temps. Vous voyez que sur Deliveroo, les contrôles ont été faits en 2016-2017. Et en fait, on a la condamnation de première instance qui est arrivée en mai 2022. En parallèle, il y a la possibilité pour les travailleurs, en tout cas, d'aller au civil et d'essayer d'obtenir la requalification de leur relation de travail en contrat de travail. Et dans ce cas, de pouvoir obtenir, d'en tirer les conséquences en matière de salaire, d'indemnité, etc. C'est ce qu'ont fait des travailleurs d'Uber en janvier 2023. Ils ont obtenu en fait une requalification, mais c'était bien au civil. Donc ce sont que les travailleurs concernés qui peuvent y aller. Ça nécessite pour eux évidemment d'apporter les éléments de fait qui démontrent l'existence de ce lien de subordination. Et ça va beaucoup plus vite, en fait, aussi que... Mais ce n'est pas le même objet, ça va beaucoup plus vite que l'action pénale, puisque pour l'exemple Uber, avec la condamnation que l'on a eue en 2023, on avait un conseil des prud'hommes en 2015, et en fait, après, en 2023, on est maintenant à la Cour de cassation, donc ça va beaucoup plus vite, en fait, que le pénal, et en tout cas, ça permet pour les travailleurs d'avoir la requalification en salarié, ce qui n'est pas le cas en fait du pénal. Mais le pénal permet évidemment, et c'est pour ça que l'inspection du travail se mobilise là-dessus, de réprimer l'infraction de travail dissimulé par l'utilisation de faux statuts. Voilà peut-être pour vous donner les premiers éléments. Merci beaucoup, c'est très riche, très intéressant. Moi, j'ai peut-être quelques petites questions de contexte, et puis après, je laisserai la rapporteure qui aura beaucoup d'interrogations. Juste sur un de vos tout premiers points, Monsieur Ramin, vous avez vous-même émis un bémol en disant que ce n'était pas votre rôle de faire les collectes de statistiques économiques, de données sur les créations d'emplois. Mais j'aimerais quand même avoir votre regard, votre analyse sur cette question statistique. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère qu'on a assez de données? Est-ce que c'est un sujet sur lequel il faut pousser, puisque c'est un peu au cœur du débat. C'est la question de savoir si ces plateformes ont créé ou non des emplois, combien, si un changement de leur modèle économique ou de leur relation avec leurs travailleurs pourrait entraîner des destructions d'emplois aussi. Il y a un débat de savoir, par exemple, si Deliveroo a quitté l'Espagne suite à des décisions qui ont été prises en ce sens. Donc moi, j'aimerais bien avoir peut-être si vous pouviez aller un petit peu plus dans le détail sur l'analyse que l'on fait sur ces créations d'emplois et sur les statistiques sur lesquelles on s'appuie. Et après, une deuxième question. Je trouvais intéressant ce que vous avez défini, le triptyque direction, contrôle, sanction. On parle beaucoup d'Uber et des principales plateformes VTC et livreurs dans cette commission d'enquête. Je voudrais savoir si il y a des exemples d'ubérisation dans d'autres secteurs que les pouvoirs publics ont pu considérer comme abusives, qui ont pu mener à des fermetures, des requalifications, soit par vos soins ou d'autres structures. Je pense à l'ubérisation dans les secteurs, on en a parlé un peu dans ces derniers jours, dans les secteurs du soin, vous voyez, aides-soignants, etc., où là vraiment, vous avez pu, ou les pouvoirs publics ont pu considérer qu'on n'était manifestement pas dans du travail indépendant, mais clairement dans une forme de travail dissimulé ou de salariat dissimulé. Peut-être quelques éléments d'éclairage sur les aspects statistiques. Alors d'abord, oui, la Direction générale du travail n'est pas une direction en charge de l'exploitation d'outils statistiques. Peut-être juste d'abord sur l'ampleur du phénomène. Quand on croise les données
à la fois des déclarations des GFIP, enfin toutes les données partielles qu'on peut avoir, et y compris celles des listes électorales pour le scrutin qui avait été organisé pour les plateformes de mobilité. Voilà, on est autour de 100 000, hein, ce que j'indiquais tout à l'heure, personnes dont c'est l'activité principale. Évidemment, le phénomène est plus large quand on ajoute aussi les activités accessoires. Peut-être de ce point de vue-là aussi, renvoyer, parce que je sais que l'INSEE est en train de mettre à jour son enquête emploi en continu et à intégrer dans l'enquête emploi continue qui sera rendue, je crois, publique mi-23, enfin à l'été, d'ici l'été. Il y aura des premiers résultats sur un module complémentaire spécifique sur le travail des plateformes qui a été rajouté par l'INSEE et qui, je pense, sera intéressant. Parce que vraiment, l'enquête emploi, c'est un outil très riche d'analyse auprès des travailleurs sur la base d'un échantillon représentatif. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'éléments aussi d'éclairage sur complémentaires à ce qu'on a nous, qui sont des données de nombre de personnes qui se déclarent comme ayant développé une activité, mais qui est une donnée beaucoup plus parcellaire. Après, sur les analyses plus économiques, là, je suis pas... nous, on n'est pas véritablement outillés là-dessus. Je pense qu'il y a des observateurs. Je pense que l'ARP aussi, d'ailleurs, aura peut-être des éléments au titre des travaux d'analyse qui commencent à construire. Ils auront peut-être des éléments à partager avec vous sur le sujet. En tout cas, je pense que au niveau statistique, à la fois les sources qu'on a aujourd'hui sont à la fois convergentes et seront utilement complétées par l'INSEE. Sur l'analyse plus d'impact, je pense qu'il y a des travaux complémentaires qui devront être menés. L'ARP en aura pour partie peut-être, mais peut-être qu'il y a d'autres travaux qui... Mais moi, je ne l'ai pas en visibilité là, et nous, on n'est pas les plus outillés dans cette analyse. Alors après, sur les autres plateformes que l'on contrôle, parce qu'évidemment, nous, on s'est concentré dans l'exposé sur les plateformes de mobilité où, en application du cadre législatif, il y a vraiment eu des spécificités, ou notamment sur la construction d'un dialogue social spécifique à ces plateformes qui sont quand même dans une situation très particulière que le Conseil constitutionnel avait reconnue d'ailleurs quand il avait examiné la loi qui a prévu la mise en place de la loi mobilité, qui avait organisé ce dialogue social. Donc c'était vraiment un cas très spécifique, mais c'est vrai que les plateformes peuvent se développer dans d'autres secteurs. Nous, côté inspection du travail, on a un sujet autour des plateformes d'emploi, notamment et là-dessus, peut-être Anaïs peut mettre des éléments, notamment sur le métier du sanitaire, hein, qui sont un des éléments qu'effectivement on voit ressortir dans ces secteurs où ce type de plateforme d'intermédiation se développe. Oui, effectivement, on travaille sur... Enfin, l'inspection du travail, elle travaille sur toutes les formes de plateformes, hein, avec les difficultés un peu, hein, pour trouver aussi les personnes, les travailleurs qui sont concernés, hein, par ces plateformes. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est en train de travailler sur les plateformes d'emploi. On a beaucoup de plateformes d'emploi, de mise en relation, d'étudiants avec des employeurs, qui fait de l'intermédiation, en fait, hein, entre les uns et les autres. Et on est effectivement en train de travailler aussi sur les plateformes de mise à disposition de personnel, par exemple soignants, d'aides-soignants, d'infirmiers, etc., sur lesquels on est en train de travailler avec la santé aussi, parce qu'avec le ministère de la Santé, puisqu'on a beaucoup de discussions aussi sur le lien de subordination et la responsabilité aussi, la responsabilité médicale aussi, hein. Il y a des sujets autour de cela, donc on est en discussion. Et il y a des contrôles, hein, qui sont lancés sur cette question, notamment sur l'existence ou pas du lien de subordination, avec toujours la même difficulté, hein, de comment on fait, la nécessité un peu de faire l'ensemble du contrôle, hein, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer aussi et discuter avec les personnes concernées qui n'ont pas toujours conscience, et ce qui revient des premiers contrôles, qui n'ont pas conscience en fait d'être vraiment... qui pensent être dans une entreprise de travail temporaire ou qui ne sont pas forcément bien immatriculés, d'ailleurs, comme travailleurs indépendants, qui ne connaissent pas bien, en fait, la réglementation aussi qui concerne les travailleurs indépendants, hein. Donc, on a quand même beaucoup de travail à faire sur cette question. Et avant de me tourner vers ma collègue, j'aimerais juste rebondir sur ce dernier point que je trouve intéressant, parce qu'on en a parlé aussi avec M. Frouin tout à l'heure. Maintenant, il y a la mise en place d'un dialogue au sein de la HARP, qu'on peut considérer comme encore à ses débuts, naturellement, mais en tout cas qui a le mérite d'exister. Justement, quand vous parlez à ces travailleurs qui n'ont pas forcément la conscience exacte de
de leur statut ou des droits que leur donne leur statut ou du statut d'indépendant. Quelle évaluation faites-vous et comment faites-vous, d'ailleurs, comment développez-vous les outils pour pouvoir évaluer ce qui est la volonté des travailleurs de ces plateformes d'être ou non salariés ou indépendants? Est-ce qu'on est essentiellement sur une succession d'anecdotiques dans des conversations? Est-ce qu'on arrive à avoir ce qui pourrait, alors il y a évidemment des élections syndicales dans le sein de l'ARPE, mais dans ces autres professions, ce qui pourrait s'apparenter à des formes de sondage, à des formes d'études qui permettent d'agréger des données, de savoir à peu près ce que souhaitent les travailleurs de ces plateformes? C'est un peu compliqué en fait, parce qu'ils sont un peu invisibles, si on peut dire, pour certains. C'est-à-dire que, par exemple, même pour des VTC, il faut les trouver. On ne peut pas arrêter les voitures comme ça. Et donc, et c'est pareil dans un établissement où si c'est du personnel médical ou paramédical, il faudra aller interroger toutes les personnes pour dire vous êtes salarié, vous êtes agent public, vous êtes quoi en fait. Et en fait, ils sont dans une organisation, dans un système organisé. Donc, c'est difficile d'avoir des discussions, sauf à des moments de rupture, de contrat ou autre, ou au moment où les travailleurs viennent voir l'inspection du travail sur un sujet. Mais voilà, pour l'instant, on rentre plutôt par les plateformes et on a du mal à rentrer aussi par les travailleurs. C'est pour ça que, je vous disais tout à l'heure, on est rentré beaucoup plus facilement par les livreurs parce qu'en fait, ils étaient visibles et on voyait les problèmes de conditions de travail et les problèmes de rémunération, de conditions de travail, etc. On les voyait plus facilement qu'après, ce sont des personnes qui sont un peu noyées un peu dans des organisations diverses. Peut-être juste en complément, c'est aussi face à cette difficulté que pour nous, c'est très important que voilà, la structuration du dialogue social dans ce secteur quand même très éclaté est un point clé pour avoir des interlocuteurs représentatifs qui puissent être à la fois des interlocuteurs des plateformes en tant que telles, mais aussi des interlocuteurs des pouvoirs publics en termes de préoccupations. C'est tout l'intérêt que l'on trouve, nous, dans l'action portée par le ministère du Travail dans la relation aux organisations syndicales et de salariés. Et donc là, évidemment, il nous faut des interlocuteurs, et je pense que l'ARPE pourra certainement aussi revenir là-dessus, parce que vraiment le rôle d'animation du dialogue et d'échange avec les interlocuteurs élus et du coup représentatifs des travailleurs des plateformes, c'est un point vraiment un point clé. Et c'est vraiment, en ce sens-là, un point qui est évidemment embryonnaire encore aujourd'hui. Je pense que tout le monde a conscience qu'on est en train de construire quelque chose qui est neuf de ce point de vue-là, mais qui doit nous permettre d'être en capacité de saisir des acteurs qui représentent les travailleurs des plateformes pour à la fois en interlocuteur des plateformes, mais aussi en interlocuteur des pouvoirs publics par rapport à ce nouveau champ de régulation qui dépasse le seul champ social et du travail qui nous intéresse, mais qui peut aller dans d'autres dimensions. Bien, alors, je pense que je n'aurai pas le temps de poser toutes mes questions. Et donc, je pense que je vous en enverrai certainement de manière complémentaire par écrit, tellement le sujet est vaste et extrêmement important. Et pour commencer, je dirais que sur les données sur l'emploi, donc oui, nous solliciterons l'INSEE pour avoir justement ces données, mais j'aurais aimé quand même avoir votre appréciation. On sait qu'il y a, en dehors des VTC et des livreurs, mais déjà pour ce qui concerne les livreurs, on sait que ça s'est substitué à d'autres types d'emplois qui existaient avant dans la livraison. Et sur les autres secteurs d'extension de l'ubérisation, n'avez-vous pas le sentiment qu'il y a eu finalement une substitution d'emplois ubérisés qui étaient avant des emplois d'intérim? En tout cas, je pense que notre enquête parlementaire aura besoin de ces éléments-là. Peut-être que l'INSEE pourra nous les transmettre. Et ce sera intéressant d'auditionner les organisations patronales et syndicales du secteur de l'intérim et du secteur aussi de transport logistique auparavant, parce que je pense qu'il y a d'abord eu, dans un premier temps, une substitution de salariés de la logistique et du transport à des emplois ubérisés, et aussi une substitution venant de l'intérim. Ça doit être certainement d'autant plus vrai pour les personnels de santé, sachant que pour les personnels de santé, et je rajouterai l'aide à domicile également,
médico-social, sans doute il y a eu aussi des indépendants professions libérales qui finalement perdent un peu leur indépendance dans une certaine subordination par le biais des plateformes. Avez-vous observé cela ? Sachant que toutes les plateformes de mise en relation ne créent pas forcément de la subordination. Je veux dire, Doctolib ne crée pas de la subordination, j'aime toujours à le rappeler. Donc je pense que ça serait vraiment intéressant d'avoir toutes ces données pour l'emploi, parce que un argument quand même très fort qui a souvent été donné depuis le début de l'ubérisation, ça a été la promesse de l'emploi. Et au nom de cette promesse de l'emploi, on ne regarde pas que cette promesse de l'emploi se fait au mépris des lois de la République et du Code du travail, et d'une surexploitation totalement inacceptable. Et c'est là où votre rôle est déterminant. Donc votre rôle est déterminant puisque la Direction générale du travail, désolée si je ne suis pas suffisamment précise dans les mots que j'emploie et que ça se trouve, je vais malmener les règles de l'OIT, mais Impulse est quand même contrôle l'inspection du travail. Elle a son indépendance dans la mise en œuvre, mais vous impulsez les grandes orientations et vous donnez les moyens de sa coordination pour l'efficacité du contrôle de l'application du Code du travail sur le territoire. Donc, ma première question, c'est que vous nous avez exposé, notamment en prenant l'exemple de Deliveroo, ce que vous pouviez faire, tout en montrant les limites. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens humains. Et finalement, un travailleur, il va au prud'homme, ça va plus vite. Alors, sachez que côté travailleurs, généralement, les travailleurs de l'ubérisation, c'est les plus précaires. Donc, pour eux, ça leur coûte beaucoup, en fait, de faire ces démarches-là. C'est très compliqué. Donc, peu le font. On est quand même dans une situation où c'est un peu paradoxal de se dire, en état de droit, c'est à chacun de se défendre et non pas aux outils de l'État de garantir l'état de droit. Donc, c'est pour ça que je suis assez choquée, moi, en fait, par l'exposé que vous faites, qui vise à dire, finalement, il vaudrait mieux passer par les prud'hommes. En tout cas, le conseil qu'on a donné, je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, mais on peut l'interpréter. Comprenez que je puisse l'interpréter. Finalement, vaut mieux conseiller d'aller prud'homme que d'attendre les décisions du pénal. Alors, j'entends bien que la répression d'une infraction ne restaure pas une situation de salariat, hein, mais ça devrait normalement, pas simplement mettre une amende, mais empêcher les infractions de se reproduire. Donc, ma première quand même question là-dessus, c'est vu qu'il y a eu pas mal de décisions au prud'homme, en justice, jusqu'à la cassation, sur au moins 2 décisions de cassation très intéressantes pour nous, concernant Uber et une sur Tekitesi. Non, si, sur Tekitesi. Quels sont du coup les moyens dont a pu se doter la Direction générale du travail pour impulser un plan d'action efficace dans finalement l'abus du statut indépendant qui amène en fait à faire du travail illégal, quoi, à faire du faux statut, à faire du travail dissimulé. Et j'aimerais du coup que vous m'expliquiez un peu plus, que ce que j'ai compris, c'est que finalement dans l'inspection du travail, il y a les unités territoriales, les UC, non c'est ça, les UC, unions de contrôle, c'est ça, je sais plus. Unités de contrôle, pardon, excusez-moi, qui sont quand même très territoriales, donc qui peuvent avoir des contraintes en termes de commandes, mais je veux dire de missions, entre guillemets, tout venantes ou habituelles, qui fait qu'on ne peut pas, quand on est inspectrice ou inspecteur du travail, consacrer l'intégralité de son temps à une enquête grosse. Bon. On a des structures sur lesquelles j'aimerais bien que vous me donniez des précisions pour m'expliquer comment ça fonctionne, c'est-à-dire URACTI et GNVAC, comme... Voilà, je ne sais pas comment on prononce ça. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça vient juste en appui des inspections locales ou est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir un pilotage régional ou national pour se dire, bon ben là, manifestement, il y a une décision de justice Deliveroo, il y a une décision Uber, c'est implacable, on se doute bien qu'ils ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, donc on décide nationalement de s'attaquer à cela. Et quelle coordination, du coup, la Direction générale du travail peut-elle faire pour coordonner, et le fait-elle, entre l'URSSAF, l'inspection du travail, le CLTI, le parquet, enfin pas le parquet, vous n'avez pas coordonné le parquet, là quand même, mais comment ça se coordonne et comment, jusqu'à l'autosaisie du parquet en fait, parce que le sentiment quand même qu'on a, c'est que depuis 2014, où on sait pertinemment
qu'il y a une illégalité dans le fonctionnement d'Uber, on a un peu le sentiment que face à cela, il y a eu un manquement de l'État, que l'État n'a pas empêché, et que les outils de l'État n'ont pas empêché l'illégalité de ces plateformes de l'ubérisation. Donc j'aimerais bien vous entendre déjà sur cette première série de questions. C'est dû sur, si on prend dans l'ordre, sur la première question sur la substitution par rapport à d'autres formes d'emploi, je pense que c'est, à mon avis, c'est difficile d'avoir une appréciation globale. Je pense que ce qui est intéressant, d'avoir des zooms sectoriels, parce que je pense que les organisations professionnelles, vous avez parlé effectivement de Prism Emploi pour le secteur de l'intérim, et voilà, et dans d'autres secteurs, il y a des organisations professionnelles qui là-dessus voilà, expriment des préoccupations et de manière croisée, sans doute, sur des situations sectorielles sur lesquelles voilà, ils peuvent ressortir des choses. Nous, on n'a pas une vision de ce point de vue-là suffisamment précise, mais c'est sûr qu'autour de ce qui a été dit sur les plateformes d'emploi et intérim, par exemple, c'est un sujet de préoccupation sans doute sur lequel Prism Emploi, si vous échangez avec eux, ils pourraient Prism Emploi, l'organisation professionnelle de l'intérim, qui l'exprime. Et donc voilà, je pense qu'il y a des situations sectorielles qui sont très différentes les unes des autres de ce point de vue-là. Donc là, je pense que oui, on va parler. Mais quand vous nous avez raconté les questions sur la santé, ça veut dire que demain, on peut avoir, puisque les hôpitaux embauchent des aides-soignantes, des infirmières qui viennent de l'intérim, on peut en avoir des ubérisés. On est en train de faire des enquêtes, voilà, pour voir. Non, mais voilà, donc, juste pour vous dire que du coup, en termes d'analyse sectorielle, c'est assez, à mon avis, différent et disparate d'un secteur à l'autre. Donc il y a un vrai travail d'échange et de dialogue que vous pourrez sans doute avoir s'il y a des secteurs plus particuliers qui vous préoccupent auprès des organisations professionnelles concernées. Voilà. Après, peut-être concernant l'organisation de l'inspection du travail, effectivement, on a plusieurs niveaux. On a trois niveaux d'intervention. On a le niveau des unités de contrôle, qui sont des unités de contrôle départementales, qui sont des unités de contrôle avec entre 2 et 10, voire 12 inspecteurs du travail, qui sont dans un collectif sur un territoire. Les inspecteurs du travail donc, sont dans ces unités de contrôle, ont un secteur géographique avec les entreprises à contrôler dans ce secteur géographique qui est, les unités de contrôle, elles sont départementales, on est au niveau départemental. Après, dans chaque niveau régional, dans chaque direction régionale, il y a une unité régionale d'appui et de contrôle de lutte du travail illégal, contre le travail illégal, les URACTI, qui sont au niveau régional. Donc chaque direction régionale, DRETS, a une URACTI qui est composée en fait d'un responsable d'unité de contrôle régional et d'un certain nombre d'agents de contrôle pour aller faire du contrôle du travail illégal. Donc ils sont spécialisés dans le travail illégal et donc ils peuvent venir en appui en fait des agents de contrôle, des unités de contrôle sur une procédure, par exemple, complexe, donc ça peut être ce type de procédure, où ils peuvent aller sur l'ensemble de la région pour faire du contrôle du travail illégal. Et puis, il y a le GNVAC, le groupe national de veille et d'appui au contrôle, qui est un groupe de contrôle qui est placé... GNVAC, groupe national de veille et d'appui au contrôle au niveau national, qui a été mis en place et en fait qui est un groupe d'inspecteurs du travail et de directeurs du travail, enfin d'agents de contrôle au niveau national qui me sont rattachés et qui vient en fait soit pour coordonner des actions de contrôle au niveau de la France entière, au niveau de la France entière sur des contrôles un peu d'envergure qui concernent des enseignes par exemple qui sont répartis sur plusieurs territoires et donc ils font de la coordination et ils vont sur place aussi faire du contrôle avec des agents de contrôle et ou bien ils prennent des
des contrôles compliqués, complexes, ou des nouvelles... Ils sont aussi en veille, justement, sur toutes les nouvelles formes d'emploi qui pourraient poser des problèmes en termes de droit du travail. Hein. C'est pour ça que, en fait, les inspecteurs du travail, ils nous remontent tous les 15 jours, en fait, des informations sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils voient, etc. Et donc, il y a une veille qui est faite notamment par le GNVAC, et on essaye de voir un peu les nouvelles pratiques des entreprises ou de nouvelles formes d'emploi. Et donc, on lance après des priorités sur la base aussi de ces remontées, hein, d'où dans les derniers PNA, plans nationaux d'action, de l'inspection du travail, à partir de 2020, on a mis ce travail sur les faux statuts, parce qu'on avait vu qu'il y avait des sujets qui bougeaient de ce côté-là, de plus en plus de travailleurs indépendants. Et donc, l'idée, c'était d'aller voir si c'était évidemment du faux indépendant ou pas. Hein, mais ce qui demande de rencontrer les personnes, d'avoir l'autorisation aussi des personnes pour sortir un certain nombre d'éléments, notamment avec ces plateformes qui sont dématérialisées. Hein. Donc, ce n'est pas non plus si simple, parce que les personnes ne sont pas toujours... d'accord, en fait, hein, pour apparaître dans un procès verbal. On est obligé de donner, de donner aussi leur nom, etc. Donc, voilà. Mais je n'ai pas dit que c'était mieux qu'ils aillent ou qu'ils n'aillent pas, que les salariés, enfin, que les travailleurs aillent au Conseil des prud'hommes ou pas. Ça dépend ce qu'on veut faire, mais en tout cas, l'idée, c'est bien d'essayer d'aller faire des contrôles pour relever des infractions. Ça, c'est un sujet. Et puis après, il y a le sujet de faire requalifier son contrat, enfin sa relation en contrat de travail, qui est une autre chose. Hein. C'est-à-dire, c'est pour bien montrer qu'il y avait les deux possibilités. La possibilité pénale, qui amène quand même à une sanction, une sanction pénale, hein, mais qui ne permet pas de régler tous les sujets. Voilà, c'est tellement ça que je disais. Alors, dans la foulée de ce sujet, j'aurais souhaité savoir, concernant l'affaire Deliveroo, est-ce qu'elle a été initiée par une inspectrice ou un inspecteur du travail d'une UC, ou au niveau régional ou au niveau national? Ça, c'est ma première question. Ou est-ce que, quoi qu'il en soit, ça a pu commencer par un bout et y avoir du soutien d'ailleurs? Enfin, j'ai besoin de me représenter ça. Je me doute bien qu'il y a plus d'affaires que celle de Deliveroo, et je sais que notre commission d'enquête parlementaire n'a pas à aborder des enquêtes qui sont en cours, hein, donc nous respectons cela. Mais y a-t-il eu, comment dire, vous nous dites que c'est à partir de 2020 qu'il y a donc un plan national d'action sur les faux statuts. Ce plan national d'action sur les faux statuts cible-t-il véritablement les plateformes de l'ubérisation? Et est-ce à dire qu'il n'y a pas donc eu d'impulsion ministérielle avant cette date-là sur les problématiques liées à l'ubérisation? Puisque je vous dis vraiment le sentiment fort d'une situation de manquement. Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, avez-vous eu vent de problématiques de sentiments d'empêchement? Alors, quand je précise, ils peuvent être de deux natures différentes. Est-ce que vous avez eu vent d'inspecteurs qui se disent « j'aurais bien aimé mener une bataille sur la question du travail dissimulé des plateformes, ou du travail illégal, excusez-moi si je ne prends pas exactement le bon terme, mais de toute façon, je n'en avais pas les moyens humains et le temps. » Est-ce que vous avez entendu déjà des remontées de ce type-là? Et nous auditionnions un avocat tout à l'heure, Monsieur Giusti, qui nous a fait état dans son audition d'avoir eu des témoignages d'inspecteurs du travail, d'inspecteurs de l'URSSAF et d'inspecteurs de l'OCLTI ayant subi des pressions pour arrêter des enquêtes concernant des grosses plateformes de l'ubérisation. Et je vais déjà m'arrêter là, et je verrai la suite après. C'est juste pour... D'abord, sur un point en termes d'impulsion, effectivement, nous, ce qu'on vous a rappelé, c'est que depuis 2020, dans le plan national d'action de l'inspection du travail est inscrit lutte contre les faux statuts, et c'est un point important. Et en termes de contrôle, mais sans rentrer dans le détail des plateformes concernées, il y a une vingtaine de contrôles par an depuis, qui concernent d'ampleur, qui concernent les plateformes qu'on a pu...
Oui, depuis 2020, donc ça c'est un point important. Avant 2020, je ne peux pas vous dire ce qu'il en était des impulsions, parce que voilà, ni Anaïk Laurent ni moi n'étions dans ces fonctions. Il y avait évidemment un PNLTI qui s'exerçait et qui avait déjà, dans la lutte contre le travail illégal, la question des faux statuts faisait quand même déjà partie des préoccupations. Et dans l'émergence depuis 2016, et comme ça a été dit, autour de Deliveroo, il y a eu certainement des actions qui se sont inscrites dans le cadre de ce plan. Donc je ne crois pas qu'il n'y ait pas eu d'impulsion avant. Ce qui est sûr, c'est que depuis 2020, on a donné une impulsion sans doute encore supplémentaire. Mais avant, il y avait des impulsions et l'action de l'inspection du travail existait autour notamment de ce qui a été rappelé sur Deliveroo. Il y en a eu d'autres. Après, ce qui a été aussi dit sur Deliveroo, c'est au départ c'est une initiative et après il y a un soutien collectif qui s'est construit, puisque comme ça a été rappelé par Anaïk Laurent, c'est un cadre très, très lourd qui a été engagé, une investigation initiale de 18 mois quand même pour caractériser les situations sur un nombre très élevé de livreurs. Et donc, on va dire en termes d'entretien, d'échange, peut-être Anaïk, tu peux compléter là-dessus, mais ça a été particulièrement lourd. Et donc, il y a eu un soutien collectif qui s'est organisé autour de cette action. Oui, sur Deliveroo, en fait, il y avait 10 agents. Donc, il y a eu des agents de l'URACTI et des agents, de l'unité de contrôle qui avaient Deliveroo au siège. Donc, en fait, il y a eu des inspecteurs du travail et de l'UC et de l'URACTI. Je ne sais pas s'il y avait le GENVAC, je ne suis pas capable de vous le dire, mais en tout cas, voilà. Après, à partir de 2019, c'était déjà dans le PNLTI, enfin dans le plan national de lutte contre le travail illégal. Et en 2020, en tout cas, parce que je n'ai pas regardé avant, je sais pas, je crois qu'il y avait pas des plans pluriannuels avant 2020. Mais du coup, il y a eu vraiment une demande collective pour l'ensemble de l'inspection du travail de travailler vraiment sur ces faux statuts de façon collective, quoi. Voilà, même si il y avait eu déjà des contrôles avant sur cette thématique. C'était pas le début. Après, voilà. Donc après sur l'empêchement, moi je peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire avant, mais en tout cas sur l'empêchement, j'aurais bien aimé, j'ai pas le temps, peut-être que les inspecteurs du travail le disent ou auraient pu le dire. Je pense que c'est pas forcément, ça fait peur aussi un peu. Il y a les inspectrices qui ont porté Deliveroo sont venues le présenter l'autre jour à d'autres inspecteurs du travail. Elles avaient un dossier gros comme ça. Et encore, il y en a toute une partie qui était dématérialisée, invisible. Et donc, elles ont un peu fait peur aussi sur ce que ça demandait comme travail, parce que c'est un travail quand même très important, très minutieux, qui demande beaucoup d'investissement. Donc, effectivement, il faut, quand on se met sur un travail comme celui-là, on a besoin d'être à plusieurs et d'y travailler. Bon, effectivement, c'est lourd. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient et qui ne l'ont pas fait à cause de ça. Ça, j'en sais rien, je ne l'ai pas entendu dire, mais en tout cas, c'est possible. Par contre, les témoignages d'inspecteurs qui auraient eu des pressions, je ne sais pas, je ne veux pas parler pour l'OCLTI, je ne veux pas parler pour les autres. En tout cas, sur l'inspection du travail, je n'en ai pas entendu parler. Et en tout cas, vraiment, c'est... Enfin bon, pour moi, c'est non. Mais bon, après... En tout cas, et puis, c'est pas du tout la culture. Question ? Non, peut-être juste, pour dire qu'en ce qui me concerne également, moi, je n'ai pas connaissance, personne n'a porté à ma connaissance qu'il y a eu des pressions exercées. Donc voilà, après, effectivement, qu'il y ait des inspecteurs qui disent c'est très lourd et du coup qui se censurent dans le fait d'y aller, mais moi, en tout cas, j'ai aucune connaissance d'empêchement qui aurait été rapporté auprès d'agents de contrôle sur le sujet. J'en viens à deux autres questions. Comment fonctionne la coordination entre l'URSSAF, l'inspection du travail, l'OCLTI, puisque sur Deliveroo, je crois savoir qu'à un moment donné, l'URSSAF s'est impliquée. Après, tout ça pour moi est encore extrêmement compliqué. Je veux bien que vous reveniez dessus. Deuxième question, comme vous le savez, il y a eu une décision du tribunal administratif après la non-réponse de la Première ministre à une demande de livreur que l'inspection du travail enquête sur le travail dissimulé suite aux décisions de justice au prud'homme. Le ministre du Travail a décidé, le ministère du Travail a décidé de faire appel.
Comment voyez-vous cette succession de décisions, c'est à la fois la décision du tribunal administratif et à la fois la décision de recours? Je sais que c'est un peu une question peut-être un peu compliquée, vu les fonctions qui sont les vôtres, mais du point de vue des fonctions qui sont les vôtres, quelle interprétation vous en faites? Alors peut-être déjà il y a une coordination en fait entre l'inspection du travail, l'URSSAF, l'OCLTI et tous les autres corps de contrôle qui travaillent ensemble, les impôts, etc., qui sont listés dans le Code du travail et qui font du travail illégal. Donc en fait, dans le cadre du plan national de lutte contre le travail illégal, c'est un plan interministériel qui est porté par le ministre du Travail, mais avec l'ensemble des autres ministères pour lutter contre le travail illégal. Il n'y a pas que l'inspection du travail qui fait du contrôle de travail illégal. Et dans le plan national de lutte contre le travail illégal, il sert aussi à ça. Il sert à mettre autour de la table l'ensemble des corps de contrôle qui peuvent lutter contre le travail illégal et qui peuvent mettre des actions pour essayer d'être plus efficaces sur cette lutte contre le travail illégal. Donc ça existe au niveau national, et donc on travaille avec l'OCLTI et notamment le groupe national de veille et d'appui au contrôle, le GNVAC, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et travaille avec l'ensemble de ces corps de contrôle pour discuter des affaires, notamment des affaires à incidence nationale ou des affaires complexes qui remontent au niveau national pour essayer d'avoir des stratégies de contrôle efficaces, y compris au niveau européen, parce que vous voyez bien qu'on a de plus en plus d'entreprises, de problèmes de travail illégal au niveau européen, voire international. Donc, évidemment, tout le monde se met autour de la table pour essayer de voir quelle stratégie de contrôle. Au niveau départemental, il y a aussi des comités, les CODAF, les comités départementaux antifraude, qui sont en présidence conjointe du préfet et du procureur de la République, et qui réunissent aussi autour d'eux l'ensemble des corps de contrôle, donc inspection du travail, impôts, police, gendarmerie, URSSAF, pour aussi essayer de cibler des actions de contrôle et décider d'actions de contrôle en commun et de les mener ensemble. Puisqu'en fait, évidemment, par exemple, quand on obtient, quand il y a évidemment du travail illégal, il y a des fraudes, évidemment, à l'URSSAF, aux cotisations sociales, etc. Et donc, en fait, toutes les caisses de sécurité sociale, les caisses des impôts, etc., récupèrent en même temps des cotisations qui n'ont pas été payées. Donc, voilà, c'est d'où l'intérêt de travailler tous ensemble. Et en général, évidemment, en plus de la procédure pénale ou de l'amende pénale ou des sanctions pénales, évidemment, tous ces rappels de cotisations, etc., sont très importants, notamment pour les grosses structures. C'est clair ou vous? Est-ce que vous avez été surpris par un bon nombre de révélations Uber Files? Et là, pour le coup, je suis surtout sur l'aspect comment les Uber Files ont pu montrer finalement des méthodes de système à la fois d'occultation de la réalité et de surexploitation, c'est-à-dire la façon dont Uber, dans les révélations Uber Files, peut à un moment donné savoir qu'elle peut être inquiétée par les requalifications en salariés et essayer de masquer. Elle sait que la société sait qu'elle est dans l'illégalité, elle essaye de masquer les indices et les faisceaux qui permettraient de requalifier en salarié. Est-ce que ces éléments-là, vous y avez eu accès? Est-ce que vous avez pu... comment ça a réagi? Est-ce que l'inspection du travail... Pas l'inspection du travail, pardon. Est-ce que la direction du travail, lorsqu'il y a les Uber Files, prend du coup une décision suite à cela pour engager de manière plus efficace, plus de moyens face aux problématiques de travail dissimulé que cela peut recouvrir? Et sinon, est-ce que vous attendez des conclusions de notre enquête parlementaire? Est-ce que vous en attendez quelque chose? Sur Uber, on traite Uber. Sur Uber, en fait, il y a tout ce sujet effectivement de mise en cohérence en fait de l'action de l'État sous ces différentes formes pour pouvoir travailler sur les sujets de travail illégal. Il n'y a pas de
bon, voilà, on se met tous autour de la table pour essayer pour essayer en fait d'être plus efficaces tous ensemble, hein, donc en prenant les sujets sanctions pénales et évidemment tous les sujets de recouvrement de tout ce qui n'a pas été payé, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui n'aurait pas été payé. Donc bon voilà. Après voilà, c'est un peu le sujet. Il n'y a pas eu une réunion particulière après les révélations des Uber Files pour voir quelles conclusions l'administration et le ministère devaient en tirer et devaient mettre au service. Oui, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas eu de traitement spécifique du sujet Uber dans l'action que l'on mène à la Direction générale du travail. Il y a un sujet global de régulation des plateformes de mobilité à travers le dialogue social. Il y a des questions d'engagement de moyens de contrôle, mais il n'y a pas eu de modification. Enfin, qu'on a continué à déployer les actions de contrôle qui sont les nôtres sur le sujet et d'appuyer le développement à la fois du dialogue social et la constitution de l'ARP pour que le cadre législatif qui avait été construit puisse s'appliquer. Juste dire à notre collègue Mme Oulot que naturellement, si vous voulez poser des questions, vous êtes les bienvenus. Bon, allez, on se retournera vers la rapporteure. Ah ben voilà. Oui, je vous remercie parce qu'effectivement, ce matin, j'avais des questions. Donc, alors, première question. Tout à l'heure, vous avez dit, en faisant bien la distinction entre le pénal et le civil, vous avez dit ça prend beaucoup plus de temps au pénal qu'au civil. Et là, je n'ai rien compris du tout parce que je suis avocate et donc, en général, le pénal, justement, prend beaucoup moins de temps. Alors, est-ce que vous avez voulu dire, parce que ce qui peut prendre éventuellement du temps dans le pénal, c'est toute la procédure d'enquête, toute la phase d'enquête. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire? Parce qu'à partir du moment, normalement, où on va devant le tribunal, au contraire, ça va très vite au pénal et beaucoup moins vite devant les conseillers prud'homaux, là où ça peut atteindre effectivement des années. Donc, est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire? Oui, pour revenir, nous, on a juste, de manière factuelle, rappelé qu'on avait démarré l'enquête sur Deliveroo en 2016. L'enquête s'est déroulée jusqu'à mi-2017, fin 2017, et que la condamnation en première instance dans l'affaire pénale est intervenue en 2022. Donc on a mis en avant cette durée-là, alors qu'une action devant le Conseil de prud'homme, y compris dans les conseils de prud'homme qui ont des délais de jugement les plus longs, ne met pas autant de temps pour avoir un jugement de première instance, en tout cas, en comparaison. Voilà, c'était juste une comparaison factuelle par rapport à l'engagement de l'action de l'inspection du travail et la comparaison de cette action avec l'enquête lourde que ça représente sur un travail sur une plateforme au regard du délai pour une action individuelle devant le Conseil de prud'homme. C'était uniquement une comparaison factuelle des deux procédures comparées. Voilà. Mais avec l'enquête à intégrer, le rôle du parquet, voilà. Mais ce n'est pas spécifiquement le traitement par les juridictions, mais tout ce qui est en amont du traitement juridictionnel. Rejoindre la question de Monsieur le Président, qui vous a posé en début de séance, si je me souviens bien. Est-ce que ça a procuré des emplois? Et moi, j'avais envie de détailler et en me demandant si ça a procuré des emplois aux Français, si ces plateformes, il y a beaucoup de personnes étrangères en situation régulière ou pas en situation régulière. Est-ce que vous pouvez à peu près avoir une idée sur ça, sur le nombre de personnes qui travailleraient ou pas en situation régulière ou pas en situation irrégulière mais étrangère? Sur les aspects statistiques, ce que j'indiquais au départ, nous, là-dessus, on est peu outillés. Ce que je rappelais au départ, on a les quelques éléments statistiques globaux et généraux que je vous donnais. Sur la situation après spécifique, situation irrégulière d'un certain nombre de travailleurs, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont ressorties, mais qui, là-dessus, nous, qu'on suit d'un peu loin, en l'occurrence, parce qu'on n'est pas en charge de la réglementation, les autorisations de travail
travailleurs étrangers sur le territoire. Donc on est là-dessus, on est un peu loin, mais on a vu, et ce qui est ressorti d'un certain nombre de contrôles collectifs engagés au titre dans les plateformes de livraison. Mais après, honnêtement, j'ai pas du tout la capacité d'analyse. Je sais pas si voilà, je sais pas qui pourrait vous éclairer sur ce point, mais nous, assez peu. Est-ce que de ce que vous avez pu voir, le cas peut exister? En 2021, on a fait une vingtaine de contrôles sur des livreurs de repas. Et donc, on avait quand même un sujet de sous-location de comptes de livreurs à d'autres livreurs, en fait. Et c'était à peu près 10% des 10% qui faisaient de la sous-location, en fait, hein, dans ceux qu'on a dans l'échantillon qu'on a vu, hein, c'est-à-dire il y avait il me semble plus de 300 livreurs hein, qui ont été contrôlés. Et il y avait 10% en fait qui faisaient de la sous-location de compte, mais ça ne veut pas dire que ce sont des étrangers sans titre. Hein. Ça pouvait être des sous-locations à des personnes qui n'étaient pas immatriculées comme des travailleurs indépendants. Hein. C'était plutôt ça que voilà. Après on n'a pas non plus de. Mais c'était ça qu'on regardait en fait, hein. C'était de la sous-location, et c'était de la sous-location à des personnes qu'on ne connaissait pas et les plateformes ne connaissaient pas et n'avaient pas, avec qui ils n'avaient pas fait de contrat. Vous avez parfaitement répondu, c'est clair pour moi. Dernière petite question très rapide pour que je comprenne bien, parce qu'en fait, quand vous intervenez, c'est que le droit du travail est en... Je vous laisse terminer. Non, mais vous... Alors, quand vous intervenez, ça veut dire que c'est le droit du travail qui est en jeu. Donc, finalement, chaque fois que vous intervenez, ça donne raison à la Cour de cassation et on peut dire que, effectivement, il y a un contrat. C'est-à-dire, j'aimerais bien comprendre parce que on pourrait se dire, mais comme on n'est pas sûr qu'il y ait contrat de travail, puisqu'il faut que ce soit reconnu d'abord par les juridictions civiles ou par les juridictions civiles d'ailleurs. Vous ne pouvez pas intervenir peut-être chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez compris le sens de ma question? Mais en fait, on peut intervenir dans des enquêtes au titre du faux statut dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Et donc, même si la personne n'est pas réputée être salariée parce qu'elle va titulaire d'un contrat de travail, ça ne nous empêche pas d'intervenir au titre de la lutte contre le travail illégal sur les faux statuts. Et donc ça, on est amené à le faire. C'est ce qu'on a fait dans l'affaire des Deliveroo, par exemple, qui a été largement citée au départ. Les livreurs concernés n'avaient pas de contrat de travail avec la plateforme. Voilà, on est obligé même d'aller voir du coup ces travailleurs pour pouvoir établir en fait le lien avec la plateforme et vérifier qu'il n'y a pas de lien de subordination, qu'il y a ou pas un lien de subordination en reprenant l'ensemble des éléments ordre, contrôle et sanction. Hein, vous voyez bien. Juste donc pour clore, j'ai bien compris la réponse. Effectivement, vous, ce qui vous intéresse d'ailleurs, même quand il n'y a pas de contrat de travail, c'est qu'un travail soit bien déclaré, puisqu'on doit déclarer un travail en fait dans la journée ou dans la demi-journée, à partir du moment où on embauche, que ce soit quelque titre que ce soit, quoi, en fait. D'accord, mais merci. J'ai pas répondu pour le tribunal administratif. Et donc, voilà, c'est pour ça que... Voilà, voilà, donc en fait, on a pris la décision de faire appel en tant que Direction générale du travail, autorité centrale de l'inspection du travail. Hein, donc, c'est nous qui avons fait appel de cette décision. En fait, pour réexpliquer un peu le contexte, donc en mai 2020, donc dans le contexte que l'on connaît, hein, il y a un chauffeur VTC donc, qui est venu demander à une inspectrice du travail l'application du droit du travail, du Code du travail hein, sur la santé au travail. L'inspectrice du travail, elle a échangé plusieurs fois avec cette personne, avec ce chauffeur qui est travailleur indépendant. Et au regard des éléments qui ont été fournis, elle a, à l'issue en fait, de ces investigations, elle a envoyé un écrit à cette personne en l'invitant à demander, en lui disant que s'il souhaitait
l'application du Code du travail sur la santé au travail, il fallait qu'il aille se faire requalifier son contrat en contrat de travail, et donc elle l'a envoyé vers le Conseil des prud'hommes. Le tribunal administratif, le 30 novembre 2022, donc, il a indiqué que l'inspectrice du travail a commis une erreur de droit en se déclarant incompétente, et il estime qu'elle a fait une erreur manifeste d'interprétation, donc que l'inspectrice a fait une erreur d'interprétation. Et au niveau de... Et donc nous, on défend en tant qu'autorité centrale qu'on a fait appel pour essayer de protéger l'inspectrice du travail, l'inspection du travail, parce qu'on doit garantir, hein, comme je vous l'ai dit, les principes de fonctionnement de l'inspection du travail, et notamment les principes d'indépendance et les principes de libre décision qui sont portés par les conventions 81 et par le droit. Et donc, l'inspectrice du travail, nous, on estime que, compte tenu de ses missions de contrôle et de conseil, elle a pris pleinement la mesure de la demande qui lui avait été faite, qu'elle l'a bien analysée, et que c'est à l'issue de son analyse qu'elle a informé l'usager de ses pouvoirs, de la portée de ses actions, de ce qu'elle pouvait faire, de ses prérogatives. Et donc, nous, on défend qu'elle n'a pas un devoir d'intervention en toutes circonstances, et qu'aujourd'hui, elle n'avait pas les éléments suffisants pour pouvoir aller, pour faire autre chose, et qu'elle a, à bon droit, envoyé le chauffeur en question vers le Conseil des prud'hommes pour obtenir cette requalification. C'est pour ça que j'ai parlé un peu peut-être longuement tout à l'heure des deux procédures, parce que cette procédure, elle était pour nous, c'est une procédure qui était adaptée. Et donc, elle a bien agi pour nous. Et donc, on essaye de protéger quand même nos principes d'action, les principes d'action de l'inspection du travail. C'est pour ça qu'on a fait un recours sur la décision. Mais évidemment, on ira faire le contrôle, comme ça nous est demandé par le juge administratif. Peut-être juste en complément, juste de rappel de contexte, mais ça a été rappelé sur les circonstances. C'est-à-dire que c'était au mois de mai 2020 que les faits se sont noués, à un moment où nous, dans les priorités d'action et qu'on avait fixé à l'inspection du travail, il y a quand même un volet très très significatif sur le contrôle, le respect voilà, des règles sanitaires liées au déconfinement progressif, hein, dans le contexte de mai 2020. Donc c'est aussi un point important, et qui est important dans l'appréciation qu'elle a portée et dans l'adaptation et l'orientation de ses moyens d'intervention aussi vers des sujets prioritaires, tout en répondant à la sollicitation qui lui a été faite, puisqu'elle a instruit la demande et elle a orienté l'usager vers une voie de droit qui lui permettait d'obtenir satisfaction par rapport à ses conclusions, qui étaient de se faire requalifier son contrat de travail. Dans votre réponse, vous dites à la fois on va faire le contrôle, c'est-à-dire que la décision en fait du tribunal administratif qui demande à l'inspection du travail d'exécuter en fait un contrôle des plateformes sous 4 mois, vous allez donc l'engager, et donc le recours n'est pas suspensif de cette décision et vous l'appliquez. Je crois que c'est la date finale du recours, c'est bientôt, non? Je sais plus la date. La date des 4 mois, c'est 4 mois, je crois, c'est ça? C'est à la fin de ce mois-ci. Hein. Donc ça va donc être engagé à la fin de ce mois-ci. Deuxième chose, vous dites c'est pour protéger l'inspectrice que vous prenez cette décision de recours. Est-ce qu'elle a été informée de votre démarche de faire appel au tribunal administratif? Oui, on l'a informé. C'est pas que pour protéger l'inspectrice, hein, c'est pour protéger l'inspection du travail, parce qu'en fait, on est un peu inquiet de cette décision, en fait, hein, parce qu'en fait, ça voudrait dire que l'inspecteur, il perd un peu sa libre décision. Et donc, après, on a quand même des difficultés. Hein, on aurait des difficultés après pour pouvoir fonctionner à terme, si à chaque fois on va au tribunal administratif, et du coup, on nous oblige quand même à aller, même si l'inspecteur du travail a pris une autre position. Hein. Donc, voilà, donc pour nous, c'était vraiment important. Donc, oui, on va aller faire le contrôle parce que le tribunal nous l'a demandé, mais on va demander justement l'aide de l'URACTI, parce qu'en fait, de l'URACTI aussi, parce qu'on voyait bien que c'est un gros contrôle, même si on a d'autres contrôles qui sont en cours. Hein. Autre question,
quelle a été l'évolution des effectifs de l'inspection du travail entre 2017 et aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible, pas forcément de nous les donner de suite, mais de pouvoir nous les donner? Car on comprend que le contrôle de ces plateformes pour le travail dissimulé demande énormément de moyens humains et de temps, mais on a un peu l'impression qu'en fait, très tôt, on se rend compte qu'il y a manifestement un abus du statut d'indépendant, et on a l'impression que ça met quand même beaucoup de temps avant de réagir dans l'inspection du travail pour pouvoir effectuer l'ensemble de ces contrôles. On a le sentiment, mais on verra ça au niveau de l'URSSAF, que les problèmes sont assez équivalents à ce niveau-là. On peut tout à fait comprendre la décision du tribunal administratif que dans un état de droit, lorsqu'il y a non-respect de l'état de droit, les autorités de contrôle soient sommées de faire d'honorer leur mission, et que la réaction de la direction du travail soit au contraire de protéger l'administration pour qu'elle ne soit pas contrainte de faire ce à quoi elle sert, c'est-à-dire le contrôle, eh bien, ne rassure pas face finalement à plusieurs années consécutives de sentiments de manquement de l'État à ses obligations pour garantir l'état de droit. Je ne sais pas si vous comprenez cette... Je comprends, mais c'est pas très, j'allais dire c'est pas juste, mais en tout cas l'inspection du travail, elle est allée sur, elle a fait du contrôle, elle a contrôlé pratiquement, elle a contrôlé toutes les plateformes de mobilité en fait, hein, pour tout vous dire, et donc on n'estime pas qu'on a failli de ce côté-là. Après, là, la demande qui était faite à l'inspecteur du travail, c'était bien de pouvoir bénéficier de dispositions du Code du travail. Et effectivement, le Code du travail, il demande qu'il y ait une relation contractuelle, de contrat de travail entre l'employeur et le travailleur, hein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, quoi. Donc, du coup... Voilà, donc elle a dit qu'elle l'a renvoyé vers le Conseil des prud'hommes. C'était pas inopportun, c'était pas inopportun. Après, on a fait effectivement sur les effectifs, on vous donnera depuis 2017, on a une baisse effectivement des effectifs, hein, comme tous les services de l'État en fait, hein, aujourd'hui. Donc baisse des effectifs, alors qu'on a remonté de l'ensemble des UC, que manifestement on n'a pas les moyens humains pour pouvoir faire respecter le Code du travail face à l'évolution des plateformes de libéralisation. Voilà la situation. Je voudrais savoir maintenant, dernière question, est-ce que les différents ministres du Travail successifs vous ont entendu dans vos remontées du terrain sur l'insuffisance d'effectifs pour pouvoir garantir le respect du Code du travail face au développement de l'ubérisation? Et est-ce que les ministres du Travail successifs vous ont, puisqu'ils peuvent eux donner des orientations, hein, enfin c'est leur rôle, vous ont donné des orientations de faire respecter le Code du travail auprès des plateformes avant 2020? Et est-ce qu'on pourra avoir donc les documents, la commission d'enquête parlementaire pourra-t-elle avoir le plan national d'action pour voir comment concrètement se traduit ce plan national d'action censé agir sur les problèmes de l'ubérisation? Peut-être juste dire en rebond sur la question des moyens et des effectifs, voilà, au-delà des évolutions générales sur les effectifs de la fonction publique, on a aussi une pyramide des âges qui fait qu'on a une accélération des départs à la retraite des agents de contrôle du système d'inspection du travail, qui font que notamment ces deux dernières années, et donc sous l'impulsion à la fois évidemment dans le cadre du vote des lois de finances au Parlement et sous l'impulsion de nos ministres du travail successifs, nous a amené à renforcer les recrutements d'agents de contrôle, hein, 200 l'année dernière, nouveau recrutement de nouvel inspecteur du travail, 300 cette année. Donc c'est quand même en termes de volume, c'est sans précédent depuis très longtemps en termes de recrutement de nouvel inspecteur du travail.
On vous passera les éléments sur l'évolution des effectifs. Par contre, voilà, c'est important de signaler en termes d'effectivité et d'efforts particuliers sur ces 2 derniers exercices qui sont très significatifs, et aussi pour répondre à une situation de pyramide des âges qui font que, comme pour d'autres administrations d'ailleurs, on a une accélération aussi des départs à la retraite, et donc la nécessité de remplacer beaucoup d'agents qui partent à la retraite. Oui, c'est vrai que peut-être que si on prenait des mesures pour décaler l'âge de départ à la retraite, ça pourrait permettre de renforcer le taux d'emploi dans ces secteurs. On crée de l'emploi public. Je fais de la polémique gratuite. Écoutez, alors je Polémique rebondis, est dans le cœur du sujet par ailleurs, parce que oui, il faut créer de l'emploi public, et notamment face à l'ubérisation. Voilà. Je rebondis sur la demande de la rapporteure d'avoir accès au plan national. Et puis, si d'ailleurs vous avez d'autres documents à nous envoyer ou des compléments de réponse que vous voulez nous faire parvenir, n'hésitez pas à les faire parvenir à la commission d'enquête. Nous aurons peut-être d'ailleurs, et je crois que la rapporteure l'a dit dans son propos liminaire, d'autres questions à vous faire parvenir. On a encore quelques mois de travaux devant nous. Et le nombre de contrôles sur les plateformes, par exemple, ça pourrait être intéressant de le demander aussi, d'avoir ces données-là. Et puis, dans l'intervalle, écoutez, je vous remercie de l'exhaustivité de vos réponses et de votre disponibilité aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.